Mieux. Bien. Voilà, vous êtes dans le temps de l'info et tout à l'heure à 11h30 avec les chroniqueurs, on va parler notamment avec Julien Arnaud du fait que ça tangue à la NUPES après Quatennens. C'est Julien Bayou qui est accusé de comportement déplacé. Et c'est vrai qu'à la NUPES, on a du mal à se... ça flotte un peu, nous dira-t-il tout à l'heure. Mais d'abord, Paul, bonjour avec vous. Bonjour Isabelle. Tous les matins à 11h, tout est Paul. Vous rentrez du bassin d'Arcachon. Exactement. Vous y étiez hier après-midi et qui a encore connu un feu de forêt terrible. Oui, malheureusement, avec Elisabeth, avant d'accueillir Éric Brocardi, le porte-parole des pompiers, avec qui on va donc évoquer cette série noire d'incendies cet été, on va prendre un cas extrêmement concret. Ce nouvel incendie à Arès, ici, on va avoir une carte entre Bordeaux et le Cap-Ferré, près d'Andernos-les-Bains. Dans le train, j'ai commencé par lancer un appel à témoignages sur les réseaux sociaux et vous avez été très nombreux, merci infiniment, à nous répondre et à nous envoyer notamment ces images de l'incendie. On est donc au nord d'Arès, dimanche après-midi, 150 hectares brûlent. Et nous commençons avec Sophie et Maxime qui ont eu extrêmement peur pour leurs chevaux. Expliquez-nous pourquoi, que font ces chevaux en arrivant, on les a vus courir dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé hier et qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien tout simplement leur écurie était menacée de prendre feu, donc il a fallu réagir très très vite. On est parti avec un gros convoi de très nombreux véhicules pour les évacuer de leur écurie qui menaçait de prendre feu. Et la plus proche c'était nous. Heureusement aujourd'hui ils sont sains et saufs, mais on connaît très peu de leur histoire en fait. On a surtout pensé à leur sécurité avant tout. Apprenant qu'il y avait une écurie à vider à Lège qui était très proche du feu, nous sommes partis avec le camion tout de suite, organiser vraiment ce convoi avec l'aide notamment d'un gendarme à moto qui nous a ouvert la voie entre Lège et Arès et qui a été vraiment formidable, fantastique. Il fait plusieurs allers-retours. Ah ouais, on a fait 4-5 allers-retours, on était 7 véhicules. Et on a ramené tous ces chevaux ici qui ont pu être sauvés. Mais on dit souvent que les animaux sentent arriver le danger. Ils ont senti arriver le feu, les chevaux? Ils ont senti arriver le feu, oui, parce qu'il y en a certains chevaux ne sont pas du tout habitués à voyager. Et là, ils sont directement montés dans les camions. Donc, sentant bien qu'il y avait danger pour leur vie, oui. Là, tout va bien, ils sont sauvés, ils vont pouvoir retrouver leur maison. Et voilà, on est tous très contents. Merci encore de nous avoir envoyé ces images. Je le dis, sur les réseaux sociaux, on est très attentif à LCI. Vous nous envoyez vos images et on vient vous voir. Merci beaucoup. Donc les chevaux et les maîtres vont bien. Et dans ce centre aéré, sur les 6700 habitants de la ville, on va le voir, 300 ont été évacués ici. Ils y ont donc passé la nuit. C'est un plan d'Arès. Où est votre maison et où était le feu? Eh ben, en fait, ma maison est dans cette impasse, ici, complètement collée à la voie rapide, puisque je suis à 100 mètres de la voie rapide, et le feu était à peu près à 100 mètres. Et la chance qu'on a eue dans un premier temps, c'est que le panache de fumée, le vent étant orienté nord-est, s'est dirigé par ici et non sur les habitations. Alors si vous étiez pris un vent plein nord, comme ça, là, votre maison aurait brûlé? Ah, je pense. Oui. J'ai eu juste le temps de faire mon sac, de prendre mon chat et le PSIG est arrivé. C'est quoi le PSIG? C'est le peloton de gendarmerie spécialisé. J'ai évacué avec mon véhicule et je suis venu directement ici. Donc vous êtes arrivé ici, donc il y a quoi? Il y a plein de trucs, hein. Il y a des petits savons, des brosses à dents, vous avez besoin de tout ça? Vous avez eu le temps de prendre quand même? Est-ce que vous avez au moins eu le temps de prendre votre brosse à dents ou même pas? Alors j'ai même pas pensé, ça n'a pas été ma priorité. Moi je me suis focalisé sur mon chat qui s'appelle Grisou. Donc vous avez sécurisé le chat mais vous n'avez pas pensé à la brosse à dents? Non, pas à mon nécessaire de toilette. Comment tu vis ce moment toi? T'as eu peur? T'as eu peur hier? Oui, hier tu as eu très peur? Oui, hier j'ai eu peur. T'étais en panique hier quand t'as vu les flammes? C'est ça? Oui, mais j'ai eu peur, mais après, non. Après, quand on est parti, ça a été, voilà, c'est ça. Elle a eu peur sur le moment, et puis quand elle a senti qu'on pouvait partir, elle a été rassurée. Vous avez vu les flammes? On a vu les flammes, oui. Et quand on a vu le feu approcher, on est parti, et là, on a été évacué par les pompiers. C'est là où tu as eu un petit peu peur, Pauline. C'est ça, oui. Quand elle a vu les flammes. C'est ça? Oui. Est-ce que c'est un gros mot ou un grand mot de dire que vous êtes des réfugiés climatiques? Puis on ne pensait pas que ça pouvait arriver à Arès. On est à Arès. On ne pensait pas que ça pouvait arriver. Donc effectivement, le réchauffement climatique, il faut y faire attention parce que sinon on sera, pour nos enfants surtout, ils seront perdus en fait, ils n'auront plus rien. Entre eux, il fait très chaud, il fait très froid. Le feu, voilà, attention à tout ça. C'est intéressant. Pourquoi vous avez posé cette question sur le réfugié climatique? Parce que c'est une petite musique qui monte chez les écologistes. Est-ce que les nombreuses personnes évacuées à cause du feu deviennent des réfugiés climatiques? Est-ce qu'il y aura bientôt sur nos côtes des réfugiés climatiques? C'est une question politique qui va monter, donc j'avais envie de... Mais vous avez bien fait de la poser, ça fait débat, comme on dit. Et on en parlera évidemment. On a vu les habitants qui ont sauvé les chevaux, on a vu donc ces personnes évacuées. Direction maintenant, ici, le parking du supermarché qui sert de centre de commandement aux pompiers venus de toute la France. On a notamment croisé des soldats du feu qui sont partis à 3h du
matin de Haute-Savoie pour le bassin et on est tombé sur cette dame dans sa décapotable. Je suis arrivée avec des boîtes d'oreillettes et de beignets. Voilà. C'est offert aux pompiers. Que j'ai offert aux pompiers pour qu'ils puissent les distribuer à tout le monde, tous ceux qui sont là. Et puis pour leur remercier de tout ce qu'ils font depuis 3 mois. Je me dis, si vous voulez tout savoir, j'amène même des macarons aux gendarmes qui s'occupent de la circulation pour la 4 voies justement, parce que personne pense aux gendarmes et tout le monde pense aux pompiers. Mais si, on pense aux gendarmes et aux pompiers, nous. Et surtout, nous sommes tombés nez à nez avec le maire de la ville. Son nom est Xavier Danet. Bonjour monsieur le maire, vous nous amenez où? Je vous amène au plus près du feu pour essayer de voir effectivement l'évolution de ce feu. On y va, je l'interroge là-bas? Allez, on fait comme ça. Beaucoup, merci. Donc là, on voit encore, il y a encore un autre barrage là-bas, il y a beaucoup de pompiers. Donc là, il est 15h59. Quelle est la situation? Alors à 15h59, on va dire qu'elle nous est plus favorable, parce qu'on va surfer là-dessus pour attaquer ce que font les pompiers, attaquer le feu sur le flanc qui nous inquiète le plus, qui est le plus proche des habitations. Oula, ça sent un tout petit peu de fumée au loin, mais il n'y a pas de grand panache. Il n'y a plus de grand panache et donc aujourd'hui on a des fumerons, des fumerolles, on a mais on n'a plus de feux qui repartent. C'est quoi le moment qu'on vit? Vous, en tant qu'élu, vous aviez déjà vécu une crise comme ça, autant de feux en un été? J'ai jamais vécu ça, alors je dirais en tant qu'homme, j'ai envie de pleurer, parce que mon territoire est en train de disparaître. En tant qu'élu, j'ai envie de me battre et c'est ce que l'on fait depuis hier. On se bat pour sauvegarder la sécurité des femmes et des hommes et ensuite pour sauvegarder notre bien qui nous est cher. Énormément de... C'est la relève en fait, c'est ça? Voilà. Ils viennent de l'Isère. Ils viennent de toute la France pour vous? Ils viennent de toute la France pour nous, oui. On a beaucoup de Rhône-Alpes, on a de l'Isère. C'est l'histoire de pyromane ou c'est l'histoire du réchauffement climatique, là, ce qu'on vit maintenant? Je vous le dirai, incontestablement, le réchauffement climatique est un des éléments, même si ça vient d'un pyromane, et je ne dis pas que ça vient d'un pyromane, la propagation, la vitesse de propagation, on avait des feux de 2, 3, 4 hectares, 10 hectares, mais maintenant on connaît des feux immenses, et oui, mais c'est dû à la sécheresse. Merci au maire de nous avoir fait franchir les barrages. Tout est politique. Comment fait un élu pour répondre à ses habitants inquiets en 2022? Il fait un Facebook Live. En voici les coulisses. Donc nous allons voir plusieurs types de questions. Donc aujourd'hui le feu n'est pas maîtrisé, le feu n'est pas fixé, le feu est contenu. L'origine du sinistre. Je peux pas vous répondre. Si on se retourne derrière moi, il y a la gendarmerie criminelle. Donc laissons-leur faire leur métier. Ce sont des professionnels pour effectivement déterminer quelle est l'origine à cet incendie. Bonjour monsieur, je pense que vous ne pourrez pas me répondre, mais vous essayez d'identifier le feu, on sait d'où ça vient? Non, je peux vraiment pas vous répondre et je suis désolé. Bon, évidemment, il ne pouvait pas répondre, mais tous les pompiers à qui j'ai parlé m'ont parlé d'au moins 2 départs de feu, donc à 99%, oui, le feu d'Arès, a priori, était criminel. Les pompiers à qui j'ai parlé, donc, parlaient de ce feu criminel, et on a pu le voir de nos yeux, ce feu, grâce au lieutenant-colonel Arnaud Mendous. Il est l'officier de communication des sapeurs-pompiers de Gironde, et il nous a autorisé à pénétrer à l'intérieur vraiment de la zone interdite. Vous savez que sur le bassin, il y a une seule route principale pour faire tout le tour. On a d'abord vu partir des pompiers à pied. On voit un monsieur là-bas avec un casque rouge qui est en train de partir dans la fumée. Qu'est-ce qui se passe ici? Et donc là, les pompiers que l'on voit là-bas, ce sont des pompiers de la sécurité civile qui, en réalité, vont venir faire du traitement de tous ces points chauds et les éteindre un par un, en fait, au cœur là, de la zone qui a brûlé. Et on a surtout pu, en roulant au milieu de la piste cyclable, accéder à la zone la plus chaude. C'est trop chaud au niveau des pieds, vous allez le sentir. Ah ouais, carrément, ok. On s'arrête. Okay, c'est vrai que il y a des fumées là. Donc en fait, vous voyez, là, ils sont en train d'arroser. Alors, vous voyez que ça mousse, hein. C'est pas seulement de l'eau, c'est de l'eau additivée en fait avec un produit dit mouillant moussant. Okay. On va dire une sorte de savon liquide qui va en fait améliorer la pénétration de l'eau et favoriser ce qu'on appelle le noyage. Donc vous voyez, hein. Ah ouais. Vous voyez, ça va. Ça fait carrément de la mousse qui va en fait venir faire une petite pellicule sur le sol et qui va rendre encore plus efficace l'action de l'eau. D'accord. Donc là en fait, ils sont vraiment en limite entre le brûlé et le non brûlé. Et là ils viennent noyer les deux qui se suivent. Ils vont venir noyer pour empêcher que cette zone-là, cette bande périmétrale autour du feu, ne reprenne. Carrément creusée en fait par l'incendie en fait. Hein. Là vous aviez probablement les racines qui se sont consumées. Allez, on va les descendre tout au bout là-bas.
Ça, vous voyez, ça c'est la racine du pin. En fait, le pin, c'est un arbre qui pousse avec des racines horizontales. Et en fait, vous avez l'ensemble des racines de ces pins, qui sont des pins qui ont aujourd'hui 25-30 ans, là, les pins dans la parcelle dans laquelle on est. Et bien, petit à petit, l'ensemble des racines risque de brûler et l'arbre risque de tomber de lui-même. Et donc là, le risque, c'est que ça, là, que ces fumées-là, ça redevienne des feux. Vous voyez, en fait, hein, il reste encore beaucoup de végétation non brûlée. Vous voyez, ça aujourd'hui, c'est un petit peu consumé, mais c'est pas brûlé. C'est pas brûlé. Si je le casse, ça reste encore, ça peut encore brûler. Donc ça peut rebrûler. Ça peut rebrûler. Et donc en fait, c'est comme ça que le feu peut reprendre si on n'y fait rien. Pompier depuis combien de temps, lieutenant-colonel? Ça fait 22 ans. On parle de pyromane, aussi vieux que l'humanité, ou de réchauffement climatique, là, aujourd'hui, dans votre travail? Dans mon travail, on parle de réchauffement climatique. Tout d'abord, on a plutôt l'habitude de dire des incendiaires. Il y en a malheureusement toujours eu. Néanmoins, la vraie chose qui change cette année, ce sont les conditions climatiques auxquelles on a dû faire face, l'état de la végétation qui est aujourd'hui dans un état de sécheresse catastrophique. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui nous met en difficulté sur cet été, c'est bien entendu le réchauffement climatique. Très, très intéressant. Et donc, le sol sur lequel vous marchiez était brûlant. Oui. Une demi-journée au moins après que les pompiers ont fixé l'incendie. Et il faut aussi se dire que ces arbres, quand on regarde la cime, ils ont l'air d'aller bien. En réalité, leurs racines sont cramées. Donc là, les 150 hectares, il va falloir les raser. Là, on le voit encore les arbres, mais là, ils sont mentalement, il faut déjà les imaginer abattus. Il n'y a plus rien. Très intéressant. Alors, votre invité, on va l'accueillir tout de suite. Bonjour à vous, Éric Brocardi. Et on va continuer à parler de tous ces sujets. Vous êtes porte-parole des pompiers. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Paul Larrouturou sur LCI. C'est à vous. Bonjour Monsieur Brocardi, merci beaucoup d'être là. 62 000 hectares de forêt ont brûlé cet été, principalement en Gironde, mais également dans le Jura, dans le Finistère, en Maine-et-Loire. C'est une liste malheureusement non exhaustive. Et d'ailleurs, ce chiffre, c'est un été très traumatisant. Excusez-moi, c'est dur à dire, traumatisant. On va prendre un exemple. On est à 30 km au nord d'Arès, à Somos. Je vous présente Christian et Valérie, un couple de pêcheurs qui a eu la peur de sa vie. Ils se confient au micro de Erwan Brahem devant la caméra de Christophe Deveau. Il faut s'échapper. J'ai dit, mais où tu veux qu'on parte? Et je dis vite, la piscine. J'ai pensé à la piscine. Je l'ai poussé dans l'eau. J'ai été dans l'eau. Et à chaque fois qu'on sortait la tête de l'eau, eh bien, on se brûlait, bien sûr, parce que les flammes passaient au-dessus. Je lui ai dit, si on reste dedans, on est mort. On s'est laissé glisser ici. On était à plat ventre. Et avec le jet de ma pompe que j'avais, on se lavait, on se mouillait. C'était horrible, c'était tout rouge. Et il a fallu sauter à la piscine. Et moi, j'ai peur de l'eau. Je n'ai pas nagé, j'ai paniqué. Ça vous a sauvé? Oh oui, oui, très. On en est là? Oui, on en est là. On en est dans des situations où, enfin voilà, on a évité le pire chez les sapeurs-pompiers au niveau des concitoyens, parce que c'est ce qu'il faut noter, c'est-à-dire par rapport à tous ces sinistres que l'on a connus. Il est bien évident qu'aujourd'hui, le contrat est rempli pour la protection et le sauvetage des concitoyens. Oui. C'est quelque chose de très important. On n'oublie pas néanmoins que nous avons perdu 2 hommes suite au combat, avec des malaises qu'ils ont subis suite à justement à des efforts qui ont été menés sur le combat. Donc voilà, il faut saluer un petit peu tout l'ensemble des actions qui ont été menées. Et là, aujourd'hui, on constate très simplement que tout est utile aujourd'hui pour essayer de faire comprendre au mieux comment pouvoir se protéger et secourir la population avant que déjà les sapeurs-pompiers puissent arriver, parce qu'on aimerait systématiquement qu'il y ait un pompier à chaque porte, un seul engin à chaque porte de maison. Je rappelle une chose, c'est qu'aujourd'hui on parle d'effectivement 61 000 hectares brûlés sur l'ensemble de la période. Et j'ai pas envie de dire de la saison estivale, parce qu'elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Malheureusement. Donc ce que l'on peut dire aussi, c'est par contre qu'on commence à rentrer dans une logique de valeur du sauvé. Et ça, c'est aujourd'hui une valeur du sauvé. Exactement. Ça veut dire quoi? C'est extrêmement important. C'est-à-dire, je prends un exemple très pragmatique. Quand il y a eu le feu de la Montagnette dans les Bouches-du-Rhône cet été, 450 000 € ont été investis ce jour-là sur le terrain pour préserver et permettre aux sapeurs-pompiers d'interagir très rapidement. Lorsque le feu s'est déclenché, c'est plus de 4 millions d'euros qui ont été sauvés. Donc ça veut dire que pour un investissement d'une journée... La valeur de ce qui est sauvé. La valeur du sauvé, exactement. Donc ça veut dire que pour ce qui a été investi en termes de mobilisation sur le terrain de manière préventive et en termes d'action, ça a permis, par rapport à ces 450 000 € là, d'assurer le sauvetage de 4 millions d'euros. Vous voulez qu'on parle moins de ce que ça coûte, mais plus des gens consomment. Pourquoi je le dis? L'argent est moins important que les vies, c'est ce que vous nous dites. Pourquoi on le dit aujourd'hui? C'est parce que très clairement, aujourd'hui, on est aussi sur un sujet de moyens.
C'est la question, je pense, que vous allez Bien me sûr. poser par la suite. Donc, cette question de moyens aujourd'hui, il est bien évident que nous, aujourd'hui, la Fédération des sapeurs-pompiers de France prend en compte la notion de difficulté d'une manière générale sur l'ensemble des corporations, sur l'ensemble d'un système aujourd'hui social et le reste. Donc ce que l'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut ajuster et travailler sur certains curseurs qui vont nous permettre par la suite de pouvoir mieux investir. Donc c'est pour ça qu'on parle effectivement de la valeur du sauvé, parce que derrière, il y a aussi des actions, des assurances qui ne vont pas forcément prendre en compte ce qui a été fait et sauvé par les sapeurs-pompiers. Concrètement, je précise que vous aviez crié au feu avant l'été, que vous aviez vraiment raison. L'été de tous les dangers, ça a été surnommé comme cela. Vraiment, et on l'a malheureusement vu, on se souvient de camions dont les rétroviseurs ont fondu. Tout à fait. Avec les feux. Vous avez besoin de quoi là aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à... Alors, pareil, hein, j'aime bien parler très terrain parce que les téléspectateurs ont besoin de comprendre aussi pour mettre des chiffres et à côté des valeurs et des images. Aujourd'hui, quand vous voyez des camions citernes feux de forêt, comme vous avez vu à l'écran, il y en a à peu près 3300 en France. Il faut savoir que sur les 10 dernières années, il y a près de 2000 types d'engins qui ont été réformés. Parce que ce type ça veut dire mis au Alencan ça veut dire tout simplement que quand ils sont réformés, ça veut dire qu'ils ont atteint leur palier de vie et qu'à partir de là, on ne peut plus se permettre de faire monter des sapeurs-pompiers dans des véhicules qui ne sont plus aux normes. C'est la garantie, on va dire, des sapeurs-pompiers aussi dans la lutte. Donc ça veut dire que globalement, étant donné que tous ces véhicules-là, on va dire, étaient dimensionnés pour le sud de la France. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la France qui brûle et qui est touché par la sécheresse avec des fortes vitesses de propagation. Donc c'est aujourd'hui, sur un plan de 5 ans, c'est près de 10 000 engins dont on aurait besoin. Mais quid aujourd'hui de la production de ce type de véhicule-là? Vous avez à gérer absolument toutes les catastrophes, dont celle de la Corse, la tempête qui a fait, je le rappelle, 5 morts, 5 décès le 18 août. Est-ce que vous, à votre échelle, vous sentez directement ce dérèglement climatique et surtout, est-ce que vous ne vous sentez pas, quelque part, impuissant? Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de soldats du feu dans votre reportage. Aujourd'hui, nous sommes les soldats du climat parce que nous faisons face à l'ensemble des paramètres climatiques aujourd'hui qui s'abattent sur le territoire national et en dehors sur le territoire européen. Et les soldats de la vie parce que nous faisons 80% de nos missions sont du secours d'urgence aux personnes. Donc aujourd'hui, l'étendue de nos missions, du champ missionnel des sapeurs-pompiers, effectivement, a considérablement grandi et voire même s'est élargi. Aujourd'hui, on parle de près de 4,5 millions d'interventions par an, une intervention toutes les 7 secondes. Ça veut dire qu'effectivement, en termes de moyens comme en termes humains, il va falloir qu'on continue à pouvoir travailler pour favoriser l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Les soldats du climat, je reprends votre expression. Exactement, qui constituent les pompiers volontaires 80% de nos effectifs sur l'ensemble du territoire national. Il faut une meilleure attractivité. D'un autre côté, les sapeurs-pompiers professionnels, qui constituent l'épine dorsale du système, permettent aujourd'hui de venir sur une certaine régularité dans les grandes villes, de pouvoir venir et subvenir à tous les besoins. Donc, tous ceux qui sont lauréats aujourd'hui du concours doivent permettre d'intégrer très rapidement les rangs. J'ai une dernière question désagréable, mais je me dois de la poser. 90% des départs de feu sont d'origine humaine, criminelle ou involontaire. 1% des Français sont pyromanes. Mais ce pourcentage est surreprésenté chez les pompiers. En Dordogne, à Soulac, fin août, un jeune pompier volontaire de 19 ans avait fait 28 départs de feu à son actif. Il y a eu malheureusement de nombreux cas cet été. Comment on peut expliquer ça que les pompiers pyromanes, dont ce jeune homme qui a allumé un feu pour ensuite se mettre en pompier et sauver des gens? C'est quand même la fascination. Encore une fois, sans faire d'amalgame, mais c'est quand même problématique pour vous. En fait, déjà, la première des choses que je tiens à signaler, c'est que vous l'avez dit, c'est 1% et encore, on le voit de manière très haute. Mais aujourd'hui, il ne faut pas, on va dire, masquer cela par le travail considérable que font les sapeurs-pompiers au quotidien. Parce que là, on parle sur une fenêtre de 2 mois. Vous avez tout à fait raison. Mais est-ce que vous avez un accompagnement psychologique pour prévenir ces types de comportements addictifs? Pour vos médias, nous avons mis à disposition un psychologue de sapeurs-pompiers qui permet justement de mieux comprendre et mieux d'appréhender. Mais sauf qu'au recrutement, il faut certainement aller beaucoup plus loin. Oui. Je précise que les tests de personnalité ne sont pas systématiques pour les pompiers et que ça coûte cher d'analyser les tests psychologiques. Exactement. Si aujourd'hui nous passons des tests, si aujourd'hui il faut aller faire passer des tests tout simplement d'entrée, il faut nécessairement aller beaucoup plus loin et avoir beaucoup plus accès au casier judiciaire. Merci beaucoup, c'est passionnant. Vous disiez tout à l'heure que non seulement il faut de la prévention, mais il faut que les Français aussi apprennent à mieux se protéger. On a vu dans ce reportage ce couple qui s'est jeté dans la piscine. C'est vrai qu'il était vraiment désemparé. Il faudra revenir nous en parler parce que les feux vont continuer. Il y a un gros chantier là-dessus parce que si aujourd'hui on doit se permettre de se prémunir, c'est aussi parce que le citoyen a un bon comportement. Et ça nous concerne. Merci d'avoir. Merci infiniment. Merci. Merci Paul, vous restez avec moi et vous restez avec nous. Dans le temps de l'info, dans un instant, on accueille nos 4 chroniqueurs politiques. On va parler de Bayou après Katnins et puis l'Iran. Enfin, passionnant. À tout de suite.